Bonjour, bonsoir, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, mais aussi tous les Africains vivant ici aux États-Unis. C'est votre humble serviteur Charles Loubaki depuis les États-Unis à Atlanta. Nous sommes venus vous présenter ou vous donner, vous poser certaines questions à un expert de taxes retourne ici aux États-Unis. Et bien évidemment, nous savons, chaque année, nous travaillons et à la fin de l'année, il y a les taxes retournes, c'est-à-dire ce que nous avions fait comme revenu annuel et l'État prélève des taxes à chaque employé et à la fin de l'année, l'État rembourse aussi une certaine somme à ses employés. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Bien évidemment, nous sommes 14h56 l'heure des États-Unis et ça dépendra à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes la chaîne Evolution TV ISA aux États-Unis à Atlanta. Nous allons vous présenter un expert qui va expliquer la clarté de la chose, de la taxe retourne ici aux États-Unis. Bon, nous avons beaucoup de questions à poser. Vous allez nous suivre petit à petit. Si vous avez aussi des questions, vous allez voir son email, adresse qui sera affichée et ses coordonnées pour appeler, avoir certaines informations. Merci, nous voulons commencer cette émission. Nous sommes avec Glody à la caméra qui nous donne de belles images. Nous allons vous présenter à la fin de cette émission une certaine publicité aussi de la part de notre frère qui fait un très bon boulot ici aux États-Unis à Gainesville. Je reçois un expert des taxes retourne ici aux États-Unis, Mike Morel, et qui est bien évidemment, comme vous avez vu des titres, un expert des taxes qui nous prépare comment recevoir de l'argent vers l'ARS ou l'État américain ou rembourser aussi de l'argent. Puisqu'il n'y a pas seulement à recevoir de l'argent, mais il y a certains employés qui remboursent aussi de l'argent à l'État. Et ce sont des questions que nous allons nous poser tout au long de cette émission. Bonjour, bonsoir, M. Mike Morel. Bonjour, mon cher ami Charlie. Nous sommes encore là dans votre office. Ça fait un bon moment. Hein. L'année passée, nous étions ici et nous sommes revenus encore de nouveau pour savoir quelles sont les nouveautés en taxes et retours. Et puis, est-ce qu'il y a déjà des ajouts ou il y a des modifications ou ce sont de mêmes choses qui se font habituellement? Ok. Ce n'est pas une question, hein, c'est savoir. Bon, ok. Merci. C'est-à-dire que la taxe retourne ici aux États-Unis, je pense que depuis 2017, avec le nouveau président Trump, il a essayé un peu de changer la taxe, qui a pris son cours de modification depuis 2017 et nous avons atteint 2018 où on a utilisé une partie de la loi concernant la taxe et à partir de l'année 2019, c'est-à-dire cette année ici jusqu'aux années 2026, nous allons essayer ou soit nous serons soumis à une seule procédure, ce qui veut dire que ça sera l'application effective de la globalité ou de la totalité des procédures de taxes. Voilà, merci beaucoup Mike Morel. Pour que nous commencions notre émission, j'aimerais bien d'abord que vous définissiez du moins la taxe, puisqu'on ne peut pas commencer à parler de la taxe et sans pour autant avoir la définition, puisqu'il y a aussi ceux qui nous suivent. Peut-être les gens entendent c'est ma taxe, mais ils ne savent pas c'est quoi en fait. En bref, c'est quoi la taxe? La taxe, c'est en fait un droit qu'on paye à l'État, c'est-à-dire sur les revenus que vous avez réalisés au courant de l'année. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans tous les domaines d'activité, donc vous gagnez l'argent et vous devez payer l'argent à l'État. Parce que là où vous exercez vos activités, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'État. C'est comme ça que tout le monde est obligé de payer quelque chose. Que vous soyez dans le business, donc que vous soyez travailleur, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez gagner sur le sol américain, donc vous devez rétrocéder une partie à l'État. C'est ça en fait la taxe, donc le droit de l'État. Alors, vous êtes ici aux États-Unis, pratiquement à Atlanta, je pense que nous sommes à Atlanta tous, dans la ville de Gainesville. Ici c'est Pendergrass, je pense, dans votre office. Ça c'est l'un de votre offices. Vous avez aussi un autre endroit? Oui, j'ai des localisations, c'est-à-dire ici c'est mon fils, en fait c'est mon bureau de Pendergrass, et puis j'ai un autre bureau à Norcross, Georgia. Donc Pendergrass, Georgia et Norcross, Georgia. Je pense que les adresses, tout le monde pourra lire les adresses, je pense qu'ils vont voir là où nous sommes, notre téléphone.
je pense que ça sera affiché dans cette émission. Voilà, nous voulons maintenant entamer nos séries de questions par rapport à la taxe, raison pour laquelle nous sommes ici. Je rappelle que c'est Evolution TV ici aux USA, présenté par Charles Loubaki et la sœur Bijou Eshiba qui est absente aujourd'hui. Elle a fait un voyage à North Carolina et bien évidemment, je pense qu'elle sera de retour déjà cette nuit. Et dans les prochaines émissions, nous serons ensemble. Mais c'est Mike Moel et notre première question dans nos séries de questions. Nous avons, pourquoi avez-vous choisi ou décidé de devenir un expert des taxes ou comment je peux dire, un expert en taxes, quoi. C'est ça, en fait. Ok, en fait, le travail que je suis en train de faire ici, ou nous sommes en train de faire, c'est un travail qu'on n'a pas commencé ici. Nous avons commencé ce travail depuis la RB Congo, où nous avons exercé nos activités en tant qu'experts comptables et fiscalistes de formation. Et cela nous a permis ici de faire le même travail, c'est-à-dire de suivre les mêmes activités et puis d'essayer de produire et de montrer de quoi est-ce que les Congolais sont capables. Donc je pense que ce que nous faisons, c'est prouvé. Donc j'avais préféré de faire ce travail, c'est-à-dire d'amener les mêmes expériences que j'ai au Congo et d'ajouter encore un peu plus aux réalités des États-Unis. Voilà. Alors, quelle était votre motivation par rapport à cela? Ok, la motivation était celle que, vous savez, nous nous déplaçons des pays africains, on est des immigrés ici. Alors souvent quand nous venons ici, nous oublions nos valeurs. Alors moi je n'étais pas d'accord de faire le travail lié au manufacturing, le warehouse. Je me sentais mal à l'aise, c'est comme ça que voilà, j'ai été motivé, j'ai dit ok, pourquoi pas faire la même chose que j'étais en train de faire au pays. Et je suis ravi aujourd'hui qu'après plusieurs formations suivies, et je suis en train petit à petit de réaliser en fait un peu plus les mêmes activités que je faisais au pays. Voilà. Ok, alors qu'est-ce que vous appelez warehouse manufacturing? C'est quoi? En passant, ce n'est pas une question dans mes séries. Hein, bon, parce qu'il y a certains mots, il faut donner des explications. Donc, les warehouse, c'est en fait, nous pouvons appeler ça un dépôt d'approvisionnement où on approvisionne, on stocke les différents marchandises et matériels que les sociétés ou les entreprises délivrent ou livrent aux acheteurs pour vendre sur l'échelle internationale et généralement et particulièrement aux États-Unis. Voilà. Ok, nous passons directement, merci pour cela. Étant un agent professionnel des taxes et tout, puisqu'il y a quand même des procédures à suivre ou des lois ou des cours. Y a-t-il quelques qualifications que vous avez ou pas? Ok, donc ici aux États-Unis, c'est un pays de droit. On ne se réveille pas le matin pour commencer à exercer une activité d'aussi grande importance telle que la taxe, qui envoie les gens en prison. Donc on ne peut pas, c'est vraiment une matière sensible ici aux États-Unis. Alors moi, votre frère qui se présente aujourd'hui là, donc je suis légalement reconnu ici aux États-Unis comme expert et professionnel en taxes. Donc j'ai des autorisations légales qui me permettent à exercer cette activité ici. Donc ceux qui veulent contrôler ou soit vérifier, ils peuvent aller au site des ARS. Là on fait la publication des experts et professionnels de taxes ici. Et ils peuvent retrouver ma référence. Je donne un exemple de PTN, c'est P 0D165, en fait 5 865. Donc ça c'est la référence. Comme IFAN aussi, ils peuvent trouver au numéro 5833179. Alors il y a plusieurs, vous pouvez aussi retrouver les EIN number, puisque je suis appelé à être employeur. Donc en ce moment ici, ma qualité, ce n'est pas seulement d'être expert, mais je suis employeur en même temps. Donc j'engage les gens pour travailler avec moi. Donc ils peuvent aussi retrouver le numéro de EIN number, ce qu'on appelle, on appelle ça un employer identification number. C'est 88 3 1 5 6 5 1 1. Ce sont des numéros officiels. Et j'ai beaucoup d'autorisations.
et des documents que je ne peux pas citer, sinon ça va nous prendre le temps. Mais sinon, j'exerce mes activités ici officiellement, reconnues par l'État américain. Donc, cela veut dire l'ARS, c'est l'une de partie de l'État ici aux États-Unis qui garde la notion des taxes. C'est ou comment l'ARS? Donc, ça dit que l'ARS, c'est lui, en fait, les moteurs financiers des États-Unis. Donc, ça dit que c'est une grande entité qui fait survivre ces pays. Parce que les gens travaillent dans tous les domaines, ils produisent l'argent et c'est la taxe qui fait fonctionner. C'est-à-dire aujourd'hui, la grandeur des États-Unis que nous voyons ici, c'est basé sur les taxes. C'est-à-dire que les gens payent bien leurs taxes, aussi bien les présidents de la République, c'est-à-dire on commence, c'est comme ça aujourd'hui qu'on parle de l'argent. Donc, commençant par les présidents de la République, jusqu'aux plus démunis de ces pays payent la taxe. Donc, c'est ça ce qui fait la force des États-Unis. Ok. Alors, j'ai bien compris. Donc, l'ARS vous a donné un document qui certifie que vous êtes un expert ou quelqu'un qui peut faire des taxes pour les employés, les gens qui amènent leurs revenus annuels et vous présentez cela, vous avez cette autorisation. Maintenant, nous avons 50 États aux États-Unis. Dans les 50 États, chaque État a des, comment je peux dire, a des lois ou ces agents de préparation des taxes où vous êtes autorisé aussi dans d'autres États. Est-ce que vous êtes limité seulement à Atlanta ici à Georgia ou ça peut être élargi dans tous les différents États aux États-Unis? Okay, merci pour la question. Je suis un préparateur professionnel de taxes reconnu pour exercer mes activités sur toute l'étendue de la en fait, toute l'étendue des États-Unis. C'est-à-dire que moi je suis à Georgia, mais j'ai mis en place les mécanismes qui permettent à tout le monde qui se retrouve dans les différents États de nous atteindre facilement et puis trop rapidement. Et on fait leurs taxes avec précision et nous faisons ça avec beaucoup d'États. Donc ça dit que vous allez voir par exemple, nous avons une application. Et l'application ici que vous voyez, nous appelons ça... Ok, c'est-à-dire... Il y a aussi des questions là-dessus. Merci, alors on peut continuer. Alors, ma quatrième question, troisième je pense. Alors, tax return, pour ceux qui vivent aux États-Unis, là vous avez répondu, c'est dans tous les États que les gens peuvent vous envoyer ou vous donner, vous faites confiance de pouvoir traiter leurs dossiers même à distance, là on y arrivera. Alors, ma quatrième question est celle-ci. C'est d'ailleurs ça, c'était la question que j'avais aussi prévue. Comment faire maintenant, puisque moi je suis tué ici à Georgia, les gens qui restent à New York, c'est à peu près 18 heures. Vous comprenez, si vous conduisez à l'avion, je pense que 3 heures, 4 heures. Maintenant, comment faire que quelqu'un a les documents pour présenter quoi, les revenus annuels pour préparer la taxe pour elle ou pour lui? Comment faire maintenant pour parvenir ces documents-là? Y a-t-il un mécanisme que vous avez mis en place ou non? Ok, il y a un mécanisme à plusieurs niveaux. C'est très simple. Donc vous n'avez pas besoin de faire 13 heures du temps ou 8 heures du temps, voire même 50 minutes ou 30 minutes pour faire parvenir vos dossiers ici. Alors, parmi les mécanismes, la première des choses, nous avons mis en place une application que nous appelons TaxPass. C'est-à-dire, si chacun entre dans son téléphone, il met seulement TaxPass, il va avoir cette application qui va sortir. Ici, il vous suffit seulement de télécharger l'application. Et dans l'application, vous allez voir, on a bien indiqué ces documents. Vous allez seulement mettre ces codes. C'est-à-dire, là où j'ai bien défini, là où on parle de Mobile App ID, vous allez seulement mettre le code ici qui est mon code. Ça veut dire que vous allez seulement suivre les codes. Et les codes en question, c'est 9LT, en fait, 9LT. En fait, vous m'excuserez, l'anglais et le français qui se mélangent. Donc, je recommence. C'est 9LT Y, 3, H et 8. Donc, vous allez mettre, en fait, à part les autres en fait, procédés qui sont clairement définis, mais vous allez ajouter, là on a écrit Mobile App ID, vous mettez ces codes-là, qui s'appellent le Q-Code,
QR code, c'est juste quand vous allez commencer à remplir. C'est très facile. Donc, vous entrez, vous vous enregistrez comme on fait dans d'autres applications. Vous mettrez ces codes-là. L'application vous permet de mettre au fur et à mesure les informations, que ça va vous poser la question. S'il faut prendre la photo, vous allez prendre la photo. Ça peut être de votre ID, ça peut être de votre Social Security, ça peut être la photo de votre W2, ça peut être, c'est-à-dire vous allez suivre les procédures jusqu'à la fin. Et à la fin, l'application va vous demander de soumettre votre application. Dès que vous appuyez Submit, et ça vient directement dans notre ordinateur. Donc, ce qui veut dire que nous rendons le travail très facile. Et quand ça vient dans notre ordinateur, on vous appelle, on a une vidéoconférence et qui va peut-être nous prendre 10 minutes de causerie. Et après les 10 minutes de causerie, donc quelqu'un peut avoir des difficultés, vous le mettez en vidéoconférence. Oui, vidéoconférence. Donc, vous l'aidez à remplir. Comme je travaille au bureau, je lui dis sa taxe, qu'est-ce que ça passe, les informations supplémentaires sur le téléphone en vidéoconférence. Vous le montrez tout ce Je montre tout, donc c'est-à-dire à la fin, quand je finis la taxe, j'appuie un bouton qui va envoyer sa taxe sur son téléphone. Il peut voir lui-même sa taxe, comment on a fait ça. Et puis, il voit sa taxe. Et s'il accepte ça, il signe la taxe sur son téléphone. Donc, il signe. Non, c'est pas il signe. C'est-à-dire c'est le téléphone qui te donne l'accès pour signer ta taxe. Tu signes et puis il y a tous les boutons. Ça revient sur mon ordinateur. Et puis moi, je finis le travail. Je t'envoie, je te dis combien. Après avoir accepté ce que vous avez fait, voilà. S'il accepte, oui. vous finissez tout dans le téléphone. Oui, non, ça dit, lui ne fait que signer que j'ai accepté tout en étant en vidéoconférence. Oui, on reste en vidéoconférence, on lui indique que s'il ne comprend pas, il va signer, ce n'est pas un problème. Donc, ce n'est pas une question de procédure très simple et très rapide. Vous allez voir votre taxe sur le téléphone, vous signez la taxe, ça revient chez nous, nous envoyons ça à iOS, on vous envoie sur votre copie que vous pouvez imprimer. Et si le dossier passe, nous vous envoyons un code automatique que votre dossier est passé et vous n'aurez qu'à attendre votre argent. Donc, ce n'est pas une expérience nouvelle, c'est une expérience réelle. Alors, ça, c'est un. De deux, nous avons les fax. Nous avons les numéros de fax, c'est-à-dire les deux fax que nous avons pour nos deux bureaux. Donc, vous faxez seulement les documents comme on faxe partout. Donc, tous les documents que nous allons demander, ça va directement arriver dans nos bureaux. Ça, c'est un. De trois, nous avons nos adresses email. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser les adresses email, c'est-à-dire vous faites les scanages normaux. Pas des photos, mais les scanages normaux de tous vos documents. Et vous envoyez les fichiers chez nous. Et tous ces documents-là vont nous arriver. Et la taxe est très facile. Donc, vous n'allez pas faire la magie. Donc, on va faire ça calmement et rapidement. Et la qualité est toujours meilleure. Ok, merci beaucoup. La qualité est toujours meilleure. J'avais dit, je suis avec un expert des taxes qui s'appelle Mike Morel. Ici aux États-Unis, vous avez suivi qui ne fait pas les taxes seulement au hasard, puisque nous sommes dans un pays de droit. Alors, Mike Morel a bien dit, il a des documents qui lui permettent de faire les taxes partout ici aux États-Unis. Vous avez écouté vous-même, c'est un expert qui a reçu un numéro à l'IRS, qui est aussi l'une des grandes parties ici aux États-Unis, des partis de gouvernement qui tient la finance, comme a-t-il dit Mike Morel. Donc vous avez suivi, mes chers compatriotes, à ce côté-là, il est reconnu officiellement et surtout que n'ayez pas peur de pouvoir envoyer vos documents. Nous passons directement à notre cinquième question. Nous avons beaucoup de questions, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout poser. Existe-t-il combien de sortes de taxes return? Nous parlons de taxes return. Okay. Il existe-t-il combien de taxes return ici aux États-Unis? Ok, en fait, merci pour la question. Donc, ici aux États-Unis, généralement, nous avons deux sortes de taxes return. Nous avons la taxe liée, ce qu'on appelle les revenus individuels, c'est-à-dire un individu qui travaille, fait son travail, et à la fin de l'année, il doit faire sa déclaration d'impôt, puisque la taxe return, c'est la déclaration d'impôt annuelle. Et à part ça, nous avons ceux qui font le business, c'est-à-dire ceux qui font le business, ceux qui ont des entreprises, et aussi ils font leur déclaration qui est séparément avec la taxe individuelle. Donc, c'est-à-dire ça, ce sont les deux grandes en fait, branches de taxes return qu'on fait ici. Donc, c'est ça. Donc, ceux qui font le business
et ceux qui font les individuels, c'est-à-dire ceux qui ont les revenus individuels. C'est-à-dire tu as travaillé toute l'année dans une société et à la fin tu vas faire ta déclaration de taxes. Okay. Donc voilà. Mais aussi les impôts pour les gens de business. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Donc nous avons les impôts pour ceux qui font les business, ceux qui sont dans des sociétés, ceux qui ont des sociétés et les individuels. Donc ça c'est très bien compris, c'est très bien compris. Alors on parlait de, y a-t-il combien de sortes de taxes au USA? Alors la question c'est quels sont le plus importants parmi ces taxes? Voilà la question numéro 5. Donc j'avais reçu plusieurs questions, vous savez, il y a beaucoup d'histoires ici. Donc, quelles sont la partie la plus importante parmi ces taxes-là? Vous avez parlé de l'impôt pour les business, pour individual tax, c'est-à-dire que vous avez travaillé toute l'année et à la fin, vous avez le revenu annuel de ce que vous avez fait. Alors, quelles sont les plus importantes parmi ces deux taxes à faire en 2020? Ok, je pense que... Vous avez compris quand même la question? Non, j'ai compris, mais je pense que j'avais déjà répondu pour vous dire que généralement, nous avons les deux là qui sont les plus importants. C'est-à-dire que, puisque les gens qui font les business et les gens qui travaillent, les individuels, les particuliers, les revenus individuels, donc tous les deux parties ou bien les deux branches sont obligés de faire. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une branche qu'il faut négliger. Donc les deux sont obligés de faire, les deux sont très importants. Donc j'avais déjà répondu à ça. Ok, maintenant ici c'est une question très sérieuse. J'avais mis ça en noir. Toutes les questions ici, c'est par rapport à l'émission de l'année 2019, je pense. On a fait une émission, non? Oui, non, 2018-2019. Alors, session est celle-ci. Quelles sont les nouveautés sur la taxe retourne 2020, exercice 2019, et exercice fiscal 2019, comparativement aux exercices 2017 et 2018. Là, c'est la première question. Mais dans la même question, j'ai des sous-questions qui suivront après cette question. Ok, merci. Donnez des bonnes explications. Parce qu'ici, il y a des gens qui ont des confusions et des troubles. Ok, ce n'est pas un problème. Donc, je ne vais pas prendre longtemps. Parce que comme je vous avais dit, l'année passée, j'avais essayé un peu d'expliquer. Donc, c'est une continuité de la modification de la loi qui prend cours de 2017 à 2026. Donc, ça dit qu'à partir de cette année, la loi là ne va plus changer. Donc, ça va aller jusqu'en 2026. Au moins que nous changeons le président et que le président qui va venir va encore modifier. Mais tel que si les États-Unis vont garder les mêmes, les mêmes lois, en fait, la même loi de taxes, donc nous allons, donc c'est-à-dire nous allons faire la même chose jusqu'aux années 2026. Alors, quand je vous avais dit, une partie de la taxe était modifiée, était aussi appliquée en 2018. Donc, ça veut dire que maintenant, à partir de 2019, c'est en fait la globalité de la loi qui concerne la taxe aux États-Unis qui va continuer jusqu'à 2026. Alors, qu'est-ce qui a changé à partir de 2019? Nous avons, la première des choses, on a supprimé ce qu'on appelle la pénalité lorsque vous n'avez pas l'assurance santé. Ça, c'est un, parce que quand vous n'aviez pas l'assurance santé, vous devriez payer comme pénalité $695 par personne et par individu constituant votre famille. Donc, ça veut dire si, par exemple, tu devais avoir $2000 ou $3000, mais tu as 4 membres de famille qui n'avaient pas l'assurance famille, l'assurance santé. Donc, on va prendre les $695 multipliés par 4 personnes dans la famille. Ce qui veut dire que si vous avez 3000 fois, je dis fois nombre de personnes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Par nombre, si vous avez travaillé 12 mois, oui. On multiplie le nombre de personnes fois 4. Non, fois les montants de la pénalité. Fois les montants de la pénalité. Voilà, si c'est $600. 695. Voilà, qui concernait l'assurance santé. Si vous n'avez pas l'assurance. Vous payez 695 multiplié par 4. 4 personnes. Et donc, si vous avez travaillé alors toute une année, alors fois 12. Peu importe que vous travaillez 1 mois, que vous travaillez 6 mois, que vous travaillez 12 mois, mais à la fin de l'année, si vous n'avez pas
l'assurance santé, vous devriez être taxé $695 par individu constitué à votre taxe return. C'est bien compris. Voilà, là, cette assurance est supprimée. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui n'avaient pas l'assurance santé l'année passée, ils ne seront pas pénalisés. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont avoir leur argent comme il le faut. Ça, c'est un. De deux, nous avons ce que nous appelons la pension alimentaire. Il était dans la loi passée, c'est-à-dire quand vous payez par exemple la pension alimentaire à une femme, puisque ça, vous pouvez aussi payer pension alimentaire à un homme. Donc on parle de la pension alimentaire. Si vous étiez en train de payer la pension alimentaire au courant de l'année, à la fin, quand vous faites la taxe, vous allez déclarer que l'État puisse vous rembourser cet argent-là que vous avez dépensé pour la pension alimentaire. Mais cette disposition, cette année aussi, on a supprimé. Ça veut dire que les gens qui payent la pension alimentaire ne vont plus. C'est quoi pension alimentaire? Expliquez ça en d'autres termes. termes. Ok, pension alimentaire, je donne un exemple. Vous êtes marié, vous divorcez, l'État peut vous exiger, ça va dépendre, puisque la femme aussi peut avoir les moyens, comme l'homme peut avoir les moyens. Donc, l'État va favoriser la partie les côtés les plus faibles, qui doit être supporté par l'autre partie. Donc, si vous avez une femme, et que la femme n'aura pas trop de moyens que vous, l'État vous impose de payer la pension alimentaire. Et cet argent que vous payez au courant de l'année à la partie faible, ça dit que vous avez l'obligation ou le droit de réclamer ça quand vous faites votre taxe return. Donc, vous aviez l'obligation. Vous réclamez si c'était 10 000. Mais comment OGIT fait pour récupérer ça? Il y a certains documents qu'on présente ou comment? Parce que vous dites seulement, vous avez la possibilité de récupérer. Alors, comment ces moyens-là de récupérer? Comment il faut se présenter des documents ou comment? Oui, vous savez, nous parlons de la loi. Et moi, je parle de la loi. Ça dit que si vous aviez, par exemple, eu le problème de mariage et que le tribunal a tranché, vous comprenez, c'est le tribunal qui a tranché. Et quand le tribunal tranche, ça dit que vous avez un moyen, donc des documents qui passent par le tribunal lorsque vous payez. À défaut aussi, il faut savoir que la taxe est une déclaration individuelle. Tu es libre de déclarer, mais le problème c'est prouver ce que vous déclarez au moment opportun. Donc c'est comme ça, vous voyez. Donc vous êtes libre de dire que non, voilà, j'avais payé autant. J'avais payé autant. Et à la fin, il faut prouver que vous avez payé. Si vous pouvez prouver que vous ayez les documents qui ne viennent de l'État ou pas, donc vous pouvez dire que non, voilà, j'avais payé et que les preuves sont là. Même quand vous donnez à une femme ou bien à celui qui est faible, il signe les montants, c'est-à-dire ça, on reconnaît que voilà, vous avez payé. Donc il y a cette disposition-là qui permet. Ok, merci Mike Moïse. Toujours dans la même question. Alors, que peuvent comprendre les gens qui vous suivent pendant que nous sommes en train de faire l'émission, les gens qui nous suivent, que peuvent comprendre de ces gens à ce qui concerne la notion de crédit et de déduction, parce que je parle ça en français, deduction, crédit et déduction. Parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion, de problèmes qui se posent, même en matière d'individual, single, head of house, et puis Mary. Au fait, c'est quoi? Pouvez-vous nous expliquer la notion de crédit et de la déduction? Ok, je vais commencer par la déduction. Ok, ici aux États-Unis, quand vous venez faire la taxe chez moi, vous avez vos dépenses que vous avez effectuées au courant de l'année. Il y a certaines dépenses qui sont légalement, c'est-à-dire qui sont légalement acceptées comme dépenses à rembourser. C'est-à-dire l'État vous rembourse ce que vous avez dépensé. Donc nous avons certaines dépenses, ça va? Par exemple, vous avez mis un enfant au daycare au courant de l'année. En principe, mettre l'enfant au daycare pour que cet enfant soit gardé, c'est une dépense que toi tu fais, mais pour le bien de l'État. Puisque l'enfant qui grandit, il va servir les États-Unis. C'est-à-dire que ce n'est pas de votre poche. Vous sortez cet argent, mais à la fin de l'année, quand vous faites votre taxe, l'État dit quoi? Je vais vous rembourser cet argent. Donc vous comprenez. Donc c'est-à-dire que l'État dit que non, ça c'est ma dépense. Donc je vous rembourse cet argent. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, lorsque l'État vous rembourse une dépense éligible, vous comprenez? À ce moment-là,
l'État vous donne cet argent-là et nous appelons ça déduction. C'est-à-dire que vous venez, par exemple, vous avez fait, par exemple, un revenu de $300. Mais parmi les $300, vous avez dépensé, par exemple, $20. Non, parlez en termes de gros chiffres, quand même, ici aux États-Unis. Non, je parlais en termes de petits chiffres pour faire comprendre aux gens. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas parler de gros chiffres pour embrouiller. Je donne des petits chiffres pour aider les gens à comprendre. C'est-à-dire, vous avez fait $300 comme votre ICAM toute l'année, mais vous avez fait $20 de dépenses éligibles au remboursement. Il y a plusieurs catégories de dépenses. Et maintenant, l'État vous dit, OK, je vais vous rembourser les $20. Ce qui veut dire, si je prends $300 moins $20, ça va rester $280. Et les $280, c'est maintenant les montants qui va permettre à l'État de faire le calcul des taxes. Donc, on vous rembourse d'abord ce que vous avez dépensé. Maintenant, l'État, les restes, il va maintenant appliquer. Donc, il ne fait pas les calculs des taxes en fonction des 300, mais il les fait en fonction de 280. En d'autres termes, c'est ça la déduction. Donc, c'est ça la déduction. Okay. Donc, c'est ça la déduction. C'est ça la déduction, c'est simple. Donc, si par exemple, moi je parle en termes de gros chiffres, il ne faut pas. Non, parlez-moi en termes de. Oui, je sais, là c'est vous. Moi, je suis maintenant étant journaliste. Okay. En termes de gros chiffres, puisque nous ne faisons pas les $300, en termes de gros chiffres, parce que tu fais $30 000 et que tu as mis des enfants à daycare, comme vous avez donné l'exemple, et que vous avez dépensé $7 000, alors dans les 30 000, vous allez faire, l'État va faire sa 30 000 moins 7 000. Ok. Il va vous rester 23 000. Donc il va faire la taxe en fonction de 23 000. Il va faire le calcul des taxes en fonction de 23 000. Mais quel est l'avantage lorsqu'il fait en fonction de 23 000? Quel est l'avantage? C'est de l'argent augmentera ou comment? C'est que vous allez recevoir en termes de... Mais c'est simple à comprendre. Oui, moi je comprends. C'est simple, moi je fais des choses. Ça c'est l'émission. Ok, nous avons 300 000. On a fait la déduction de $20. Il va te rester 280. Dis-moi maintenant toi-même, si par exemple la taxe c'est 5%, donne-moi les 5% de $300 et les 5% de 280. Dis-moi quel est le montant qui sera moins. C'est celui de 300 ou c'est celui de 280? 280. Ok, c'est ça. Donc ça dit que l'État, avant d'appliquer, avant qu'il applique son pourcentage, il fait la déduction des revenus que vous avez dépensés. Ce n'est pas l'argent qu'on vous donne, mais c'est l'argent où on fait la déduction sur votre revenu. C'est le gros ICAM. Alors, nous voulons passer à cette question. Toujours dans la même question. Alors, comment alors les gens qui ont des enfants à daycare, ils se présentent Je n'ai pas dit seulement daycare, il y a plus. Non, moi je prends l'exemple que vous avez illustré. Alors, les gens qui ont des enfants à daycare, ils viennent seulement comme ça, bouche à l'oreille, voilà, j'avais envoyé des enfants au daycare. Et vous faites des calculs pour moi. Non. Même l'ARS n'est pas fou. Quand tu viens chez nous pour faire, comme je l'avais dit, il faut que les gens les sachent bien. Quand vous partez dans un daycare, c'est une organisation organisée. C'est-à-dire quoi? C'est une institution organisée. Vous payez l'argent, on doit vous produire les reçus. Vous comprenez? Donc ça dit que vous allez produire les récits. Vous allez les gens ici qui vont commencer à venir. J'avais des enfants à daycare. Non, s'il vous plaît, je vais expliquer encore clairement. Quand vous venez faire la taxe chez moi, je vous donne un document, ça s'appelle un contrat, qui vous dit que toutes les informations que vous fournissez, il est supposé être vrai. Parce que moi, je n'ai pas besoin de ces documents-là de preuve. C'est toi-même qui gardes les documents de preuve, à part les documents que nous connaissons, que vous devez nous donner. Donc, ça dit que ces documents-là, si jamais on demande les preuves par iOS, c'est toi-même qui vas aller prouver que tu avais payé cet argent, vous comprenez, au daycare. Donc, souvent, il y a des documents qui ne sont pas exigés. Voilà. Nous terminons toujours dans la même question. Quels sont les différents... Puisque vous avez posé des questions, c'était déduction et crédit. Et crédit. Voilà. Maintenant, dans la même question, quelles sont les différentes, ou comment je peux dire, la limite de l'income qu'un single, c'est-à-dire un célibataire, les chefs de la maison, c'est la femme ne travaille pas et divorcée, doivent avoir, c'est-à-dire réaliser à la fin de l'année. Y a-t-il des limites ou il n'y en a pas? Vous avez posé la question, moi je veux bien que vous puissiez me laisser expliquer. Puisque avant que tu arrives à ces questions-là, nous n'avons pas parlé de crédit. J'avais dit qu'on a parlé de crédit et de déduction.
J'ai donné des explications sur la déduction. Je n'ai pas encore donné des explications sur les crédits. Et je pense que les explications que je vous donne maintenant là, ça va vous permettre à comprendre la limitation des ICAM qu'il faut faire pour mériter les crédits que nous parlons. Donc, en même temps, vous répondez les crédits et pour cette question que je vais Voilà, la question que vous avez posée. Alors, je vais être clair, puisque c'est très nécessaire que les gens les sachent. Alors, ici aux États-Unis, nous avons les crédits, c'est-à-dire l'État à la fin vous donne, c'est-à-dire, il vous donne les avantages, vous voyez, donc il fait la déduction des dépenses éligibles, mais à part ça, il vous donne aussi les crédits, c'est-à-dire, il vous donne de l'argent. Alors, nous avons, par exemple, les crédits qui concernent beaucoup les gens qui utilisent les crédits de l'enfant. Alors, il vous donne, par exemple, pour cette année ici, chaque enfant qui a été éligible, il va avoir au moins 2000 par enfant, et il y a aussi des taxes, en fait, des crédits additionnels. Donc, vous voyez. Donc, ceux qui ont l'enfant, ils peuvent attendre que pour l'enfant lui-même, il peut aller au-delà de 2000 et plus taxes additionnelles au-delà de 3000 par enfant, qui ne va pas dépasser 3 enfants. C'est-à-dire, normalement, c'est 2000 pour les crédits, ce qu'on appelle child credit, c'est $2000 par enfant, mais ne dépensant pas 3 enfants. C'est-à-dire, même si vous avez 5 enfants, on va seulement prendre les 3 premiers, ça veut dire que vous aurez au moins $6000. Mais à condition que vous soyez éligible. Donc l'éligibilité, c'est à plusieurs niveaux. L'éligibilité, par exemple, c'est au niveau des ICAM. Par exemple, on commence par les ICAM, comme nous avons dit. Il y a des gens, par exemple, quand vous avez des enfants, vous êtes mariés, pour l'année qui arrive ici, vous ne pouvez pas, en fait, dépasser, en fait, les seuils. C'est-à-dire, toi et ta femme, vous ne pouvez pas dépasser 55 952 $. Donc, si vous dépassez, en fait, ces montants-là, vous n'êtes pas éligible à ce crédit-là de l'enfant. Ce qui veut dire que même si vous avez des enfants, les crédits des enfants, vous ne pouvez pas bénéficier de ça parce que vous n'êtes pas éligible, vous avez fait beaucoup d'ICAM. Parce que l'État donne ces crédits-là pour les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas réalisé beaucoup d'argent. Ça, c'est un. Et puis, dans le même cadre d'idée de ces crédits-là de l'enfant, si vous êtes marié pour cette année de 2019 à 2026 pour mes frères qui sont mariés, qui font la taxe séparément, vraiment, je suis désolé de vous dire que cette année de 2019 à 2026, si vous faites séparément, vous n'êtes pas aussi éligible à ces crédits-là de l'enfant. Donc, ça dit que je conseillerais à ceux qui sont mariés de comprendre qu'ils doivent faire la taxe ensemble pour bénéficier de ces crédits. Donc, à condition que si... Est-ce que les gens vont accepter ça? Bon, ce n'est pas la question d'accepter, c'est ça, c'est la loi. Donc, ça dit que ce n'est pas Mike. Quand vous venez chez moi, c'est la loi qui dit ça. Et vous pouvez vérifier ça dans les publications des iOS. Donc, ça dit que, à ce qui concerne l'éligibilité. 2020 à 2026. 2020 à 2026. Okay. Parce que l'État américain, maintenant, est en train de favoriser que les gens puissent vraiment être au moins honnêtes. En fait, avoir des crédits parce que vous faites ensemble. Et puis ensuite, les gens qui font les crédits ensemble, ils ont beaucoup d'avantages. Parce que si vous êtes, oui, les avantages, vous ne pouvez pas bénéficier, par exemple, des bourses de l'État. Si ça peut être votre enfant, ça peut être vous-même, vous n'êtes pas éligible si vous êtes marié, mais vous faites ça séparément. Donc, sachez que vous allez sacrifier vos enfants, ils ne vont pas aller à l'université, on va les chasser parce que vous n'avez pas fait ensemble. Donc, l'État américain ne peut pas accepter cela. Donc, c'est-à-dire, vous êtes ensemble mariés, je vous conseillerais, c'est faire la taxe ensemble parce qu'il y a beaucoup des avantages sociaux qui sont liés à ça. Donc, entre autres, j'ai parlé des études. Donc, il y a aussi d'autres crédits, par exemple, si vous avez quelqu'un qui habite chez vous, c'est-à-dire à part votre enfant. Si vous avez, par exemple, un enfant d'oncle qui n'est pas votre enfant et un enfant d'ami qui habite chez vous, on donne aussi à cette personne-là aussi des crédits. Donc, je pense que cette année, on donne $500 à cette personne-là. Mais je pense qu'il y a aussi un autre crédit, c'est par rapport, par exemple, vous hébergez un vieux qui ne travaille pas, ou bien, c'est-à-dire, donc des habits qui ne travaillent pas, mais vous lui donnez à manger, vous faites tout pour lui. Vraiment, il y a aussi des crédits qu'on donne
en fait, pour vous qui êtes les responsables? Alors, tout simplement, il y en a plusieurs, donc dans ces cas de couples qui font des taxes séparément, je pense que ce n'est pas bon. Alors, vous étant expert, qu'est-ce que vous conseillez? Bon, vous avez déjà conseillé, en fait, vous ne manquerez plus à avoir des mots. Qu'est-ce que vous conseillez maintenant pour les gens aujourd'hui, puisque nous commençons déjà la taxe? Il y a ceux-là qui ont reçu déjà les W2, et d'autres personnes, peut-être ça viendra fin janvier. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux couples? C'est de faire ensemble pour ne pas rater de crédits tels que des universités, ou comment alors? Bon, moi, étant donné que moi-même, je suis marié, je vais trouver trop mal de sacrifier mes enfants parce que je vais faire illégalement beaucoup d'argent, c'est-à-dire illégalement par rapport à mes responsabilités. Alors, mais c'est aussi du vol. Non, ce n'est pas. Je retire d'abord. Je m'excuse. Parce que là, en fait, je retire ça. J'allais dire les mots, ce n'est pas l'illégalité, ça dit quoi? Vous voulez un avantage qui... En fait, ok. Ça dit, vous voulez un avantage qui va vous, en fait, supplémentaire, qui va vous dépénaliser. Ah, ça c'est bien. Vous comprenez? Mais vous êtes libre de faire ça séparément si vous voulez bien. Mais nous sommes en train de voir les avantages. Mais il y a aussi des gens qui ne font pas en fait ensemble parce qu'ils font beaucoup du camp. Ils s'en foutent des crédits. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Envoyer des enfants. Ils s'en foutent. Ils les font. Vous comprenez? Mais ici, l'État donne des crédits parce qu'on suppose qu'il y a des gens qui sont démunis, qui ne font pas beaucoup de camp, classe moyenne, et on leur donne. Et si toi tu as des moyens, l'État s'en fout, et puis tu peux t'en foutre, que tu es libre de faire ça. Ok, donc ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. C'est la conséquence que vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Demander l'aide financière de l'État américain pour envoyer les enfants aux universités. Là, c'est très bien, M. Mike Morel. Donc, vous avez compris que l'expert Mike Morel vous conseille alors de faire des taxes ensemble. Cela est très important pour toute la famille. Si vous êtes couple, vraiment de faire ensemble pour ne pas risquer d'autres conséquences telles qu'envoyer les enfants à l'université. Si vous êtes capable d'envoyer les enfants aux universités, faites-les séparément. Mais si nous sommes tous dans les classes moyennes, alors faites ensemble, c'est aussi bien pour avoir ces crédits-là. Voilà, M. Mike Morel, et nous avançons petit à petit à la fin de l'émission. Il y a certaines questions que je poserai. Donnez-moi 30 secondes à ces questions-là, même une minute, pour que nous n'arrivions pas à atteindre 1 heure de temps dans cette émission. Il y a aussi beaucoup à faire. Alors, quel est le délai pour déclarer la taxe telle que nous sommes des employés? Alors, nous devons déclarer la taxe. Nous avions déjà des papiers qu'on appelle W2. Pour ceux qui font le business. Donc, le business, c'est le 15 mars. Mais au-delà de ces délais, il y a des exceptions. Par exemple, il y a des immigrés ici qui travaillent ici, mais ils sont d'origine d'autres pays, qui travaillent pour d'autres pays, qui évoluent ici. Et l'État leur a donné au moins une prolongation jusqu'au mois de juin. Donc, c'est-à-dire que ça dépend de quel business ils sont en train de faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Ceux qui veulent comprendre et avoir des éclaircissements, ils peuvent toujours nous contacter à nos numéros. Il y a beaucoup de choses à dire, mais avec le temps qui nous est donné, nous ne pouvons pas finir. Mais sachez-les que pour les individus, c'est-à-dire la taxe individuelle, c'est au 15 avril. Et puis pour ceux qui font le business, c'est au 15 mars. Donc, vous avez compris qu'il ne faut pas dépasser, c'est-à-dire vous commencez au mois de janvier, février, mars, mais à ne pas dépasser le mois d'avril, selon l'expert Mike Morel. Alors, notre question est celle-ci encore, Mike Morel, l'expert en taxes professionnel. Il y a certaines personnes qui doivent à l'État ou à l'ARS, au lieu que l'État puisse le payer à la fin de l'année de ce qu'il a fait comme revenu, maintenant, lui rembourse à l'État. Qu'est-ce qui se passe pour qu'une personne puisse rembourser à l'État, au lieu que l'État lui paye? Ok. Par rapport à cette question-là, les gens remboursent à l'IRS. Il y a plusieurs façons. La première, c'est que vous faites des fausses déclarations quand vous venez faire votre taxe. Au lieu de vous donner les informations correctes,
vous donner les informations qui n'existent pas. Et l'ARS appelle vérification. Il va tout simplement vous interpeller et va vous demander de rembourser l'argent avec des pénalités. La deuxième voie ou la deuxième façon vous pouvez rembourser l'argent ARS, c'est lorsque vous avez fait beaucoup de camps et vous avez payé moins de taxes. Et à ce moment-là, vous serez redevable à l'ARS. Cela veut dire que on va vous dire que la taxe que vous avez payé P, et on va vous taxer, vous allez rembourser. Donc voilà en fait les deux grands moyens qui permettent aux autres ou bien à l'ARS de récupérer son argent ou pénalise les gens qui n'ont pas fait leur déclaration correctement. Alors, on a compris, quels sont les montants où votre droit, la personne vient chez vous, puisque se présenter ses W2 afin de faire la taxe pour lui. Qu'est-ce que vous demandez, combien, quelles sont les conditions, le montant pour que la personne puisse avoir cette possibilité de faire la taxe? Bon, en fait, les montants ne sont pas précis. Les montants dépendent de la personne et de ce qu'il va faire. Je donne un exemple simple. Vous êtes un singleton, c'est-à-dire un célibataire qui vient faire la taxe. Vous avez travaillé au courant de l'année dans une seule société et on vous a produit un W2. Et ensuite, vous venez faire la taxe chez nous. Parce que vous n'avez qu'un seul document. Nous taxons par exemple, je donne un exemple, si le W2 est taxé à $15, nous allons produire ce que nous appelons le 1040. C'est ça en fait le document qui vous permet de présenter partout que vous avez fait la taxe aux États-Unis. Donc si nous taxons le 1040 à $100, ça veut dire que cette personne-là qui avait amené un seul W2, plus le 1040 qui est à $100, donc il va nous payer $115. Alors, je donne encore un autre exemple. Si quelqu'un a, par exemple, travaillé dans 5 sociétés au courant de l'année et que les différentes sociétés lui envoient les différents W2, alors cette personne-là, on va produire pour lui 5 W2. Donc, si vous faites les calculs, vous allez voir que ça sera $15 fois 5, plus les $100 de 1040, donc ça sera 175. Il y a aussi celui qui est venu. Il va faire avec sa femme, ils ont des enfants et ils vont gagner des crédits. Donc ça dit qu'il y a des formes que nous allons faire, des formulaires que nous allons utiliser. Donc ça se taxe par rapport aux formulaires. Donc je n'ai pas un prix précis qu'on va dire que non, voilà, venez faire de la taxe chez nous, on va vous payer ceci. Non. Ça dit que la taxe, le prix de la taxe dépend de la situation de la personne. Maintenant, comme vous avez énuméré par rapport à $1040, $100, W2, $15 par rapport à la personne qui amène un seul W2, et pourquoi pas avoir l'idée pour les couples, quelqu'un qui vient avec sa femme et ses enfants ou son enfant, il faut que vous ayez quand même l'idée, puisque vous êtes professionnel en taxe. Non, je suis en train de vous dire en termes de documents, vous pouvez être 2 ou 3, nous comptons le nombre de W2 pour votre taxe. Vous êtes famille, vous venez avec quel document? Si vous venez avec des W2, ça sera la même chose, que ça soit single. J'ai seulement donné l'exemple d'un single, ça peut être un couple. Vous venez, vous avez des W2, ça sera la même chose, c'est-à-dire on va taxer ça comme ça. Donc ça dit que toi tu peux payer $100, l'autre peut payer 200, donc ça dit ça dépend. Et donc il y a aussi quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. Quand vous venez faire la taxe chez moi, moi je te taxe mon travail. Normalement la loi nous dit tu nous payes cash. Tu viens chez nous, je te dis que non, la taxe que j'ai faite pour toi c'est $250. La loi en fait nous demande de récupérer notre argent directement. Maintenant, si les gens qui viennent faire la taxe, ils n'ont pas l'argent pour payer. Ils veulent que, si tu lui dis que non, tu gagnes autant, il dit que prenez l'argent dans mon argent là. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les conditions changent. Parce que moi, je ne peux pas prendre cet argent. Il y a une institution bancaire qui va récupérer mon argent. Et il faut vous attendre que non, voilà, si par exemple moi je vous taxe $115 et que l'institution bancaire qui dit que non, voilà, moi pour récupérer votre argent, pour récupérer l'argent de ses clients, je vais taxer par exemple $100. Ça veut dire que si moi je t'avais facturé 115, il faut ajouter quoi? Les frais
des fils de la banque qui est 100 $, ça veut dire que la taxe, pour toi, ça va devenir combien? Ça va devenir 215 $. Ça veut dire que sur ton argent, on va retrancher 215 $. À l'intérieur, il y a mes 115 $, mes 115 $, okay, et puis il y a les 100 $. C'est compris là. Alors, avant dernière question, M. Mike Morel, il y a des gens que vous avez dit, ils sont redevables à l'État. Okay. Alors, dans ces cas, avez-vous la possibilité d'amender ou, c'est-à-dire d'accompagner tes clients, s'ils ont des cas pareils, de rembourser vers l'État? Est-ce que vous accompagnez aussi vos clients dans les cas pareils? Ok, merci pour la question, ça c'est très important. Je n'accompagne pas seulement mes clients. 1 minute 30 secondes. Ok, pas de problème. C'est-à-dire, je n'accompagne pas seulement mes clients, même si tu avais fait la taxe ailleurs, même si c'était un problème qui était daté de 3 ans, mais nous pouvons récupérer ça aujourd'hui. C'est-à-dire, nous pouvons amender ça et vous allez redresser. Je donne un exemple. Tu as oublié un formulaire, par exemple, tu étais étudiant, mais quand on a fait la taxe de l'année 2017, on n'avait pas déclaré que tu étais étudiant et que tu avais eu les fonds, mais tu as un document qui peut te donner 2500 $ de plus. Donc, vous n'allez pas jeter cet argent-là. Si vous venez chez nous, on va récupérer cet argent-là. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont des problèmes... Même si ça date de 3 ans passés. Si ça date de 3 ans, même 2 ans, nous allons arranger ce problème, ce n'est pas un problème. Et puis ensuite, ce que j'allais dire, ce n'est pas seulement mes clients que je suis en train d'aider. Donc, mais ceux qui font la taxe chez nous, je voudrais dire que je vous rassure, étant donné que nous faisons correctement notre travail, vous avez au moins 98% d'être en fait très bien, de dormir calmement. Je veux dire, ça, que vous ne serez pas redevable, à condition que vous nous amenez des informations correctes, parce que nous allons faire le travail correctement. Et ceux de nos clients peuvent témoigner, ils vont vous témoigner que nous faisons un travail professionnel. Alors, il y a d'autres questions qui étaient venues d'ailleurs pour en finir. Alors, je n'ai pas le temps, vous allez me répondre à 30 secondes, Mike Morel, avant que je vous donne la parole de pouvoir donner, si vous avez d'autres activités, peut-être dans l'avenir ou en dehors des taxes. Avant que vous répondiez à cela, il y a 7 questions dont les gens m'ont posé. Alors, je les lis. Les gens me demandez à M. Mike Morel, pourquoi les Blancs, lorsqu'ils font des taxes, ils demandent peut-être 100 $, 85 $, mais il a fait aussi 5 000 $. La personne a fait 5 000, 3 500, mais seulement chez les Africains. Il a précisé qu'on trouve 250 $, 300 $. Oh non, c'est par rapport, tu as fait 7 000, donc moi je demande 10%. Alors, y a-t-il, puisque vous faites votre travail honnêtement, pouvez-vous nous expliquer cette différence? Ok. Les Blancs sont-ils ils ont beaucoup d'argent, raison pour laquelle ils ne demandent pas beaucoup, ou alors ce sont les Africains qui aussi font des histoires un peu de malhonnêtes là-dessus. Ok. Vous renversez, comment on appelle, la pyramide. Oui, oui. La question, vous renversez la pyramide. Je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous citer 2 ou 3 des grands professionnels de taxes qui sont ici aux États-Unis. Vous prenez par exemple Liberty, ok? Liberty. 1 minute 30 secondes. Pas de problème, tu me poses une question très importante. Vous allez chez Liberty, partout là où il y a leurs activités. Les moindres des montants que vous payez, c'est 250. Si seulement si vous payez cash. Mais si c'est la banque qui va prendre cet argent, souvenez-vous, je vous ai expliqué, on va taxer les fees de l'État, en fait de la banque. Ça veut dire que vous allez payer plus. Ne vous détrompez pas, chez les Blancs ou les Américains, ils respectent la loi. Donc ils ne badinent pas. Ce n'est que nous les Africains et les Spanish qui viennent faire la taxe, ils ne respectent pas notre travail. Donc c'est-à-dire qu'on te donne le prix, tu veux faire des négociations, même si tu avais fait beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc tu as renversé ta question, à renverser les pyramides. Les Blancs, quand ils vont faire... En fait, ce sont les Africains, les Spanish, qui font beaucoup d'argent, mais qui négocient aussi les prix par rapport à ce qu'ils dépassent. Voilà, c'est-à-dire que je vais te donner, si tu as des Blancs ici qui entrent dans mon bureau, en fait, les Africains, bon, pas Africains, je ne vais pas faire la stigmatisation, mais les gens qui viennent de chez nous, et eux-mêmes les Spanish, ce sont déjà les catégories.
et vous avez un Américain qui a grandi ici, né ici, vient faire l'aider la taxe ici, l'Américain, je lui dis que notre taxe est normale, vous avez $200, il va dire, ah ok, il paye ce qu'il faut payer et il accepte son montant parce qu'il sait que vous êtes professionnel et que votre travail, c'est comme ça qu'il faut payer. Donc c'est la mentalité. Voilà. Vous prenez maintenant celui qui vient de l'Afrique ou bien tout consort, vous lui dites que vous avez autant, il dit que, tu sais, chez X, il m'avait d'ailleurs proposé autant. Tu sais que chez qui, ça dit que lui, là, donc ça dit que lui, il va marcher partout. Donc, vous voyez, en fait, c'est un comportement. Pas tous les Africains. Non, moi, je n'ai pas dit tout. Moi, c'est par rapport à votre question. Mais c'est que moi, je peux rassurer à mes frères et frères, je connais toutes les réalités. C'est-à-dire que quand vous venez faire, vous allez vous sentir à l'aise. Que ce soit sur les prix, que ce soit surtout sur le travail. Surtout le travail, c'est un travail de qualité. Voilà, vous avez compris avant que je donne à Mike Morel un mot de la fin. Donc nous étions en train de poser des questions à un expert des taxes, Mike Morel, vous avez compris. Et ce sont presque nous qui ont cette mentalité. On vient, on fait le travail, on te dit $300, tu veux négocier les prix. Mais pendant qu'un blanc, quand il fait un travail à l'hôpital, partout nous partons, on lui dit la partie c'est $200, nous payons. Donc vous avez compris, nous étions là avec Mike Morel. Si vous avez un mot de la fin pour que nous mettons fait à terme de notre émission d'aujourd'hui, M. Mike Morel, un message de la fin. Donc, merci beaucoup pour la question. Mais vous avez oublié, vous m'avez posé une question, en fait, vous aurez dit me poser une question que vous avez dit, mais vous n'avez pas posé. C'était à part les activités de taxes que nous sommes en train de faire, si nous avons d'autres activités au profit de la communauté. Donc, nous avons d'autres activités. Vous allez voir là-bas, par exemple, les business cards que vous avez là-bas. Donc, nous vendons aussi l'assurance vie. Donc, les gens ne comprennent pas l'assurance vie, c'est quoi? L'assurance vie, c'est une assurance qui vous permet aujourd'hui, si vous avez les problèmes. Moi, je pense que c'est très important. Dites seulement les activités, ça c'est une autre émission. C'est très important l'assurance vie. Alors, il ne faut pas que ça soit dans quelques secondes, mais j'aurais souhaité que nous ayons aussi une autre émission par rapport à c'est la raison pour laquelle j'ai dit mot de la fin pour qu'on fait aussi. Donc, c'est-à-dire que nous avons l'assurance vie et puis nous avons aussi les real estate. Donc, si vous voulez acheter la maison, donc nous sommes là disposés à vous aider à avoir une maison et avoir l'assurance santé ainsi que les activités de taxes. Alors, les mots de la fin, j'allais dire tout simplement que nous venons de l'Afrique, nous sommes ici. Quand je m'adresse à vous, mes frères africains, je m'adresse à vous, les immigrés, pour dire que nous avons des qualités, nous faisons le travail de qualité et nous demandons votre soutien. Vous ne serez pas dessus. Donc, le travail que nous faisons, c'est un travail professionnel. Donc, tous ceux qui ont des questions, ils peuvent venir poser avec les adresses que vous avez là-bas, les téléphones. Et nous sommes très disposés à répondre à tout ce que vous avez. Merci, chers compatriotes de la République démocratique du Congo et tous les Africains en général. C'était Charles Anoubaki dans l'émission Évolution TV ici aux États-Unis. Vous avez bien compris la notion des taxes avec l'expert Mike Morel. Je pense qu'il y aura plus de confusion et il fait son travail honnêtement. C'est un homme que je connais aussi. Je ne voulais pas témoigner du début puisque je le connais aussi très bien. Il fait un travail très excellent travail qu'il fait. Alors faites-lui confiance, merci beaucoup de nous avoir suivis, partagez l'émission à vos contacts, à vos amis dans toutes vos relations. Merci, on se voit à la prochaine émission, bien sûr pour l'assurance vie.